Ce garçon de 18 ans, par exemple, qui brisa la colonne vertébrale du jeune K à coups de hache, pour la seule raison qu'il était du quartier d'en face. Ou cet autre, de 15 ans, qui poignarda son professeur de français. Mais tout autant cette jeune fille élevée dans les écoles privées, piètre élève le jour et séductrice la nuit de quadragénaires qu'elle livrait à deux comparses de son âge et de son milieu qui les torturaient à mort pour les voler. Après son interrogatoire, elle demanda au policier médusé si elle pouvait rentrer à la maison. Ce ne sont pas là des adolescents ordinaires. Une fois expliqué par tous les facteurs socio-psychologiques imaginables, le crime demeure le mystère de notre espèce. Il n'est pas surprenant que la violence physique augmente avec la paupérisation, le confinement, le chômage, les tentations de la société de satiété, mais qu'un garçon de 15 ans prémédite de poignarder son professeur et le fasse, reste un acte pathologiquement singulier. En faire, à grand renfort de une et de reportages télévisés, le symbole d'une jeunesse donnée dans un lieu précis, la classe de banlieue, c'est faire passer cette jeunesse pour un nid d'assassins et l'école pour un foyer criminogène. En matière d'assassinat, il n'est pas inutile de rappeler qu'une fois déduits les attaques à main armée, les rixes sur la voie publique, les crimes crapuleux et les règlements de compte entre bandes rivales, 80% environ des crimes de sang ont pour cadre le milieu familial. C'est avant tout chez eux que les hommes s'entretuent, sous leur toit, dans la fermentation secrète de leur foyer, au cœur de leur misère propre. Faire passer l'école pour un lieu criminogène est en soi un crime insensé contre l'école. À en croire l'air du temps, la violence ne serait entrée qu'hier à l'école, par les seules portes de la banlieue et par les seules voies de l'immigration. Elle n'y existait pas avant, c'est un dogme, ça ne se discute pas. Il me reste pourtant le souvenir de pauvres gens torturés par nos chahuts dans les années 60. Ce professeur excédé jetant son bureau sur notre classe de 3e, par exemple, ou ce surveillant emmené menottes aux poignets pour avoir tabassé un élève qu'il avait acculé à la folie. Et tout au début des années 80, ces jeunes filles, apparemment fort sages, qui avaient envoyé leur professeur en cure de sommeil, j'étais son remplaçant, parce qu'il avait eu la prétention de leur faire fréquenter la princesse de Clèves que ces demoiselles jugeaient trop chiante. Dans les années 70, celles du XIXe siècle cette fois, Alphonse Daudet exprimait déjà sa douleur de pion torturé. Citation : « Je pris possession de l'étude des moyens. Je trouvai là une cinquantaine de méchants drôles, montagnards joufflus de 12 à 14 ans, fils de métayers enrichis, que leurs parents envoyaient au collège pour en faire des petits bourgeois à raison de 120 francs par trimestre. Grossiers, insolents, parlant entre eux un rude patois cévenol auquel je n'entendais rien, ils avaient presque tous cette laideur spéciale à l'enfance qui mue, de grosses mains rouges avec des engelures, des voix de jeunes coqs enrhumés, le regard abruti et par là-dessus l'odeur du collège. Ils me haïrent tout de suite, sans me connaître. J'étais pour eux l'ennemi, le pion. Et du jour où je m'assis dans ma chaire, ce fut la guerre entre nous, une guerre acharnée, sans trêve, de tous les instants. Ah, les cruels enfants, comme ils me firent souffrir. Je voudrais en parler sans rancune, ces tristesses sont si loin. Eh bien non, je ne puis pas. Et tenez, à l'heure même où j'écris ces lignes, je sens ma main qui tremble de fièvre et d'émotion. Il me semble que j'y suis encore. C'est si terrible de vivre entouré de malveillance, d'avoir toujours peur, d'être toujours sur le qui-vive, toujours armé. C'est si terrible de punir, on fait des injustices malgré soi. Si terrible de douter, de voir partout des pièges, de ne pas manger tranquille, de ne pas dormir en repos, de se dire toujours, même aux minutes de trêve, « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire maintenant ?» Allons, vous exagérez, Daudet, puisqu'on vous dit qu'il faudra attendre un bon siècle pour que la violence entre à l'école.
Et pas par les Cévennes, Daudet, par la banlieue, la seule banlieue. Naguère, on représentait le cancre debout au piquet, un bonnet d'âne vissé sur la tête. Cette image ne stigmatisait aucune catégorie sociale particulière. Elle montrait un enfant parmi d'autres, mis au coin pour n'avoir pas appris sa leçon, pas fait son devoir, ou pour avoir chahuté M. Daudet, alias le petit chose. Aujourd'hui, et pour la première fois de notre histoire, c'est toute une catégorie d'enfants et d'adolescents qui sont quotidiennement, systématiquement, stigmatisés comme cancres emblématiques. On ne les met plus au coin. On ne leur colle plus de bonnet d'âne. Le mot cancre lui-même est tombé en désuétude. Le racisme est réputé une infamie. Mais on les filme sans cesse. Mais on les désigne à la France entière. Mais on écrit sur les méfaits de quelques-uns d'entre eux des articles qui les présentent tous comme un inguérissable cancer au flanc de l'éducation nationale. Non content de leur faire subir ce qui s'apparente à un apartheid scolaire, il faut en prime que nous les appréhendions comme une maladie nationale. Ils sont toute la jeunesse de toutes les banlieues, cancres tous dans l'imaginaire du public, cancres et dangereux. L'école, c'est eux, puisqu'on ne parle que d'eux lorsqu'on parle de l'école, puisqu'on ne parle de l'école que pour parler d'eux. Il est vrai que certaines exactions commises, élèves rackettés, professeurs battus, lycées brûlés, viols, sont sans commune mesure avec les chahuts scolaires d'antan, qui se limitaient à des violences à peu près contrôlées dans le cadre défini des établissements scolaires. Pour rares qu'ils soient, la portée symbolique de ces méfaits est terrible. Et leur propagation presque instantanée par les images de la télévision, de la toile ou des téléphones portables en décuple le danger mimétique. Visite il y a quelque temps dans un lycée d'enseignement général et technologique du côté de Digne. Je dois y rencontrer plusieurs classes. Nuit d'hôtel, insomnie, télévision, reportage. On y voit des petits groupes de jeunes gens sur le champ de Mars, en marge d'une manifestation d'étudiants, s'attaquer à des victimes de hasard. L'une des victimes tombe. C'est un garçon du même âge que ses bourreaux. On le bat, il se relève, on le poursuit, il retombe, on le bat de nouveau. Les scènes se multiplient. Toujours le même scénario. La victime est choisie au hasard, sur impulsion d'un quelconque membre du groupe, lequel, muet en meute, s'acharne sur elle. La meute court après ce qui court. Chacun y est poussé par les autres dont il est lui-même le moteur. Ils courent à des vitesses de projectiles. Plus loin dans la même émission, un père dira de son fils qu'il s'est laissé entraîner. C'est vrai, en tout cas au sens cinétique du terme, entraîner-entraîneur. Maximilien, le mien, fait-il partie d'un de ces groupes ? L'idée me traverse. Mais ici, la gratuité des agressions est telle que Maximilien peut aussi bien se trouver du côté des victimes. Pas le temps de faire de présentation. Violence aveugle, immédiate, extrême. Un avis déconseille l'émission aux moins de 12 ans. Elle a dû passer une première fois à 1 heure de grande écoute, et j'imagine que des grappes de gosses, alléchées par l'interdiction, ont aussitôt collé leur museau contre l'écran. Ces scènes sont commentées par un policier et un psychologue. Le psychologue parle de déréalisation d'un monde sans travail submergé par les images de violence. Le policier invoque le traumatisme des victimes et la responsabilité des coupables. Tous deux ont raison, bien sûr, mais ils donnent l'impression de camper sur 2 terrains d'opinions inconciliables, marqués par la chemise ouverte du psychologue et la cravate nouée du policier. On suit maintenant un groupe de 4 jeunes gens appréhendés pour avoir tué un barman. Ils l'ont battu à mort, pour jouer. Une jeune fille filmait la scène sur son portable. Elle-même a shooté dans la tête de la victime comme s'il se fût agi d'un simple ballon. Le commissaire qui les a arrêtés confirme la perte totale de sens du réel et, partant, celle de toute conscience morale. Ces 4-là avaient passé la nuit à s'amuser à ça, battre les gens, et en faire des films. On les voit, grâce aux caméras de surveillance,
aller d'une agression à l'autre d'un pas tranquille, comme les copains vadrouilleurs d'Orange Mécanique. Filmer ces violences sur des téléphones portables est une mode nouvelle, précise le commentateur. Une jeune femme, professeure, en a été victime dans sa classe. Image. On la montre jetée à terre par un élève, battue, filmée. N'importe qui télécharge facilement ce genre d'images aujourd'hui. On peut même les monter sur la musique de son choix. Commentaires désabusés de certains adolescents en train de visionner le film de la professeure battue. Je zappe. Proportion inouïe des films violents sur les autres chaînes. C'est une nuit tranquille. Le citoyen dort paisiblement, mais au pied de son lit, dans le silence obscur de son poste, les images veillent. On s'y trucide sous toutes les formes, à tous les rythmes, sur tous les tons. L'humanité moderne met en scène le meurtre permanent de l'humanité moderne. Sur une chaîne épargnée, loin de la présence des hommes, dans la paix photogénique de la nature, ce sont les animaux qui s'entre-dévorent. En musique, eux aussi. Je reviens à ma chaîne de départ. Un brave garçon dont le métier consiste à télécharger toutes les scènes de violence extrême filmées de par le monde, lynchage, suicide, accident, embuscade, bombes, meurtres, etc., justifie son sale boulot par la classique antienne du devoir d'informer. S'il ne le fait pas, d'autres le feront, affirme-t-il. Il n'incarne pas la violence, il n'en est que le messager. Un salopard ordinaire, qui fait tourner la machine au même titre que grand-mère marketing. Son fils peut-être, et bon père de famille, va savoir. J'éteins. Pas moyen de trouver le sommeil. Je suis tenté d'opter à mon tour pour un pessimisme d'apocalypse. Paupérisation systématique d'un côté, terreur et barbarie généralisée de l'autre, déréalisation absolue dans les deux camps, abstraction boursière chez les nantis, vidéo-massacre chez les proscrits, le chômeur transformé en idée de chômeur par les grands actionnaires, la victime en image de victime par les petits voyous. Dans tous les cas, disparition de l'homme en chair, en os et en esprit. Et les médias orchestrant cet opéra sanglant où les commentaires laissent à penser que potentiellement tous les gosses des banlieues pourraient courir les rues pour zigouiller leur prochain réduit à une image de prochain. La place de l'éducation là-dedans, de l'école, celle de la culture, du livre, de la raison, de la langue. À quoi bon me rendre demain dans ce lycée d'enseignement général et technologique si les élèves que je vais y rencontrer sont censés avoir passé la nuit dans les entrailles de cette télévision? Sommeil, réveil, douche, la tête sous l'eau froide un bon moment. Bon Dieu, l'énergie qu'il faut pour revenir à la réalité après avoir vu ça. Nom d'un chien, l'image qu'à partir de ces quelques cinglés on nous donne de la jeunesse. Je la refuse. Entendons-nous bien, je ne nie pas la réalité de ce reportage. Je ne sous-estime pas les dangers de la délinquance. Comme tout un chacun, les formes contemporaines de la violence urbaine m'horrifient. Je crains la chiennerie de la meute. Je n'ignore pas non plus la douleur de vivre dans certains quartiers périphériques. J'y sens le danger des communautarismes. Je sais très bien, entre autres, la difficulté d'y naître fille et d'y devenir femme. Je mesure les risques extrêmes où s'y trouvent exposés les enfants issus d'une ou deux générations de chômeurs. Quelle proie ils constituent pour les trafiquants de tout poil. Je sais cela. Je ne minimise pas les difficultés des professeurs confrontés aux élèves les plus déstructurés de cet effroyable gâchis social. Mais je refuse d'assimiler à ces images de violence extrême tous les adolescents de tous les quartiers en péril. Et surtout, je hais cette peur du pauvre que ce genre de propagande attise à chaque nouvelle période électorale. Honte à ceux qui font de la jeunesse la plus délaissée un objet fantasmatique de terreur nationale. Ils sont la lie d'une société sans honneur qui a perdu jusqu'au sentiment même de la paternité.